Europe 1, il est 22h17, c'est l'heure d'ouvrir notre page spéciale ce soir consacrée à la Chine. Alors, c'est le pays le plus peuplé du monde, on le sait, puisque près d'un habitant de la planète sur 5 est chinois. Deuxième puissance mondiale avec plus de 100 000 milliards de dollars de PIB. La Chine est aussi le deuxième pays le plus vaste du continent asiatique, après la Fédération de Russie. 4 experts ce soir pour vous décrire la Chine de 2016. Isabelle Attané, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'INED et spécialiste de la démographie chinoise. Vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Notre consoeur de l'Obs, Ursula Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été la correspondante de votre hebdo en Chine pendant plusieurs années. Et on le sait, vous avez dû plier bagage fin décembre, car Pékin a refusé de vous renouveler votre visa de travail. On y reviendra. Dans un instant, nous irons à Pékin retrouver Renaud de Spins, qui est sinologue, chef d'entreprise établi à Pékin depuis 10 ans et qui observe bien sûr la société chinoise de près. Henri Guirchoud nous accompagne. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Comme chaque soir avec nous dans Europe Nuit. Alors, il y a une diplomatie chinoise intéressante à observer. Rappelons que la Chine est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on dit souvent que Pékin n'agit qu'en fonction de ses propres intérêts et de son voisinage avec la Russie. On va commencer avec vous, Henri, par cet événement d'hier qui a fait réagir justement la Chine. C'est ce nouveau tir de fusée, ou peut-être tir de missiles balistiques à longue portée lancé par la Corée du Nord. Et pour une fois, on a remarqué que les Chinois étaient embarrassés. Eux, les traditionnels alliés de Pyongyang, ont exprimé des regrets. Oui, officiellement, la Chine a manifesté ses regrets. Vous aurez remarqué, Emmanuel, les regrets, ce n'est pas quand même l'expression la plus virulente. Mais c'est vrai que la Chine n'a pas bloqué non plus la condamnation de Pyongyang par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui parle d'une provocation intolérable. Mais en même temps, on voit que dans la coulisse, elle fait tout pour freiner ou pour édulcorer les nouvelles sanctions internationales qui doivent normalement frapper la Corée du Nord. Cette attitude ambivalente, elle traduit bien les contradictions et surtout, vous l'avez dit, le grand embarras de la Chine vis-à-vis de ce voisin de plus en plus encombrant et dont elle reste tout de même le principal allié et le principal partenaire commercial. Car chaque provocation de Pyongyang a pour effet de remettre en cause le principal objectif de la Chine, qui est la stabilité de la péninsule coréenne. Et pour Pékin, cette stabilité, elle passe pour l'instant par une sorte de statu quo où rien ne bougerait vraiment. Parce que d'un côté, Emmanuel, le climat de tension a pour conséquence immédiate de relancer la course aux armements dans tous les pays voisins, à commencer par la Corée du Sud, bien sûr, et aussi par le Japon, parce que ça justifie un renforcement de l'aide américaine, une présence accrue des États-Unis, et on l'a déjà vu hier avec l'annonce de la reprise des négociations entre Séoul et Washington sur la mise en place d'un bouclier antimissile, ce que la Chine considère évidemment comme une menace pour sa propre sécurité. Et de l'autre côté, des sanctions sévères, durables contre la Corée du Nord, elles risquent de déstabiliser le régime, de conduire à son terme, et de conduire à terme à son effondrement, ce qu'en réalité personne ne souhaite dans l'immédiat. Et surtout pas la Chine, qui verrait d'abord un afflux massif de réfugiés nord-coréens, et avec dans un deuxième temps cette perspective de réunification de la Corée, ce qui signifierait une grande Corée pro-occidentale, pro-américaine et surtout très bien défendue aux portes de la Chine, un véritable cauchemar pour l'armée et pour les dirigeants chinois. Voilà, Pékin qui souhaite la stabilité alors que Pyongyang est dans une démonstration de force stratégique permanente. Ursula Gauthier, quand on évalue les risques d'un nouveau conflit international aujourd'hui, certains spécialistes disent que le point de départ ne serait ni le Moyen-Orient en ébullition, ni la Russie et l'Occident en raison de l'Ukraine par exemple, mais que ce pourrait être, conditionnel évidemment, le conflit de souveraineté qui oppose la Chine au Japon en mer de Chine, un conflit qui donne lieu à de vraies tensions diplomatiques, on le sait, entre Pékin et Tokyo, avec le soutien de Washington. Vous étiez en Chine donc encore récemment, au mois de décembre. Est-ce que ce conflit sino-japonais est perçu comme grave et potentiellement explosif par la population ? En tout cas, la population est extraordinairement anti-japonaise. C'est-à-dire toute l'éducation qui est donnée aux enfants dès leur plus jeune âge est une éducation profondément anti-japonaise. Les petits Chinois apprennent que les Japonais ont violemment attaqué la Chine, qu'ils ont fait un génocide dans la ville de Nankin pendant l'occupation de la Chine. Et il y a une vraie
oui, une détestation du Japon, sauf évidemment ceux qui vont au Japon pour voyager, pour acheter du lait, parce que le lait au Japon est quand même plus pur que celui qu'il y a en Chine pour les petits-enfants, etc., etc. Donc, Mm. c'est très ambivalent parce que les meilleures voitures sont japonaises, mais en même temps, le Japon est considéré comme l'ennemi. Relations commerciales, mais hostilité de Ouais, fond, ouais, sur toile de fond historique qui demeure, quoi. oui, tout à fait. Alors, ce qui retient l'attention depuis quelques mois, c'est évidemment, et on en parlait tout à l'heure à propos de la chute des bourses en Europe, l'évolution de l'économie chinoise. On a beaucoup parlé de la dévaluation du yuan l'été dernier, et on a constaté en 2015 un vrai ralentissement de la croissance chinoise, qui reste de 6,9%, mais qui est en dessous des 8 ou des 9% de ces dernières années. On va retrouver tout de suite Renaud Despins, qui est sinologue et installé à Pékin depuis une dizaine d'années. Bonsoir. Bonsoir Manuel Faure. On a l'impression, vu d'Europe, Renaud Despins, que le modèle économique chinois est en berne, pour ne pas dire en crise. Le modèle économique chinois, en tout cas, est en transition. Comme tout le monde sait, il était fondé dans les années 2000 sur un modèle de production économique à bas coût. Et ce modèle-là, depuis au moins 2012, est sacrément en berne, effectivement. Et les Chinois essayent de trouver des solutions, c'est-à-dire pour trouver une solution, il faut transformer le modèle. Donc, les premières idées, ça avait été d'essayer de faire monter en gamme les produits, de développer le marché intérieur. Donc ça, c'était un petit peu les idées qu'il y avait ces 3 dernières années. Et depuis l'année dernière, depuis 2015, on a surtout une emphase qui est mise sur la consommation. Renaud Despins, est-ce que les difficultés de la Chine d'aujourd'hui ne viennent pas en grande partie de l'émergence d'une classe moyenne qui s'affirme de plus en plus dans les grandes villes notamment et qui demande sa part du gâteau, un niveau de vie plus élevé, un meilleur pouvoir d'achat et une vraie reconnaissance sociale? Alors pour le pouvoir chinois en ce moment, ça ce n'est pas un problème, c'est au contraire une solution. Puisque la consommation produirait déjà à peu près l'équivalent de 60% du PIB, de la croissance du PIB. Ouais. Et donc, en ce moment, c'est la jeune mère de moins de 35 ans qui fait l'objet de toutes les attentions, puisque c'est à partir du moment où les Chinois deviennent parents que l'argent qu'ils épargnaient en général jusque-là, ils se mettent à le dépenser puisque c'est très important d'avoir un enfant ici et qu'il y a tellement de problèmes, notamment de sécurité alimentaire, de sécurité dans tous les produits que vous achetez. Donc à partir du moment où vous devenez parent, vous essayez d'acheter des bons produits et vous dépensez beaucoup. Alors vous restez avec nous, Renaud Despins. Isabelle Attané, ce que vient de nous dire Renaud Despins est intéressant sur la classe moyenne, mais il y a un autre facteur qui peut expliquer les difficultés présentes et à venir d'ailleurs de la Chine, c'est la démographie, votre spécialité, parce que la Chine vieillit, on le sait. Vous donnez un chiffre très éloquent. Vous dites que d'ici 2050, la Chine risque de perdre 250 millions d'actifs et voir le nombre actuel de ces personnes âgées multiplié par 2. Tout à fait. Alors, elle risque de perdre au minimum 250 millions de personnes d'âge actif, je précise, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est le scénario moyen des Nations Unies, mais ça peut être encore plus, le chiffre peut être encore plus important, au-delà de 300 millions. Alors, effectivement, ça, c'est une grosse difficulté pour l'économie chinoise, puisque cette économie chinoise, depuis 30 ans, s'est nourrie de cette main-d'œuvre nombreuse et relativement peu coûteuse. Et aujourd'hui, à partir du début des années 2010, cette main-d'œuvre va commencer à diminuer de manière très significative. Et à côté de ça, elle va devoir supporter une charge de plus en plus importante, à savoir celle des personnes âgées, qui effectivement, à l'horizon du milieu du siècle, devrait représenter entre 35 et 40% de l'ensemble de la population, c'est-à-dire à ce moment-là, l'équivalent de la population, du total de la population européenne. Presque un renversement de la pyramide, alors entre actifs et inactifs. Totalement un renversement de la pyramide des âges, oui. Alors vous soulignez un déséquilibre important qui existe depuis de nombreuses années entre le nombre de naissances de garçons et celui des filles. Mais vous écrivez une chose terrible, c'est que les Chinois qui ont des enfants éliminent leurs filles
et parfois de manière inconsciente. Alors on sait que l'abandon récent de la politique de l'enfant unique mise en place à la fin des années 70 est censé rééquilibrer un peu tout ça, mais est-ce que vraiment cet abandon et ce tournant qu'on a observé il y a quelques mois peut changer la donne, vous pensez, dans ce déséquilibre fille-garçon? Personnellement, je pense pas. Parce que, d'une part, ce déséquilibre, il vient du fait que, les Chinois font aujourd'hui très peu d'enfants. Mais si les Chinois font aujourd'hui très peu d'enfants, c'est surtout, du fait de contraintes économiques qui sont très importantes et assez peu finalement, depuis, une quinzaine, vingtaine d'années, assez peu à cause de la politique de contrôle des naissances à proprement parler. On est à peu Donc près à aujour un enfant, 5 de moyenne par femme. Oui, environ. Mmh. Et il y a eu, avant l'abandon de la politique de l'enfant unique fin 2015, il y avait eu 2 ans auparavant, fin 2013, un assouplissement de cette, mesure de la politique de l'enfant unique. Et en fait, on s'est rendu compte que cet assouplissement, a ouvert la porte à environ, un peu plus de 10 millions de couples pour éventuellement avoir un deuxième enfant. Et en fait, sur ces, quelques 10-11 millions de couples, il n'y en a même pas, 10 qui ont demandé l'autorisation pour avoir ce deuxième enfant. Ce qui veut bien dire que les jeunes couples chinois aujourd'hui ne sont plus du tout prêts à avoir beaucoup d'enfants. Un enfant coûte extrêmement cher puisque l'État chinois ne soutient pas du tout les parents dans leur mission éducative. L'école coûte très cher. Les parents commencent à mettre de l'argent de côté dès la naissance de l'enfant pour payer les études supérieures de leur enfant. La santé coûte également très cher et la plupart des familles ne peuvent pas se permettre, financièrement parlant, d'avoir un deuxième enfant. Donc je pense que l'abandon de la politique de l'enfant unique et la mise en place, l'adoption officiellement d'une politique de 2 enfants à partir de la fin de l'année dernière, je pense qu'elle ne changera pas grand-chose. Et pour que la fécondité chinoise remonte de manière significative et a fortiori pour compenser ou ralentir le vieillissement, il faudrait presque que le gouvernement chinois mette en place une politique nataliste. Il faut dire que cette politique de l'enfant unique, elle remonte à la fin des années 70, 79, donc 35 ans à ce régime, avec les dérogations dont vous parliez, mais dont peu de familles ont finalement profité. Ursula Gauthier, je le disais, les autorités chinoises vous ont déclaré non grata à la suite d'un article en particulier sur la minorité ouïghour. Alors ce qui a déplu, je résume, c'est que vous avez contesté le parallèle établi par le gouvernement entre les attentats locaux commis par les Ouïghours et ceux que les djihadistes ont commis au nom du groupe Daesh à Paris le 13 novembre. Est-ce que vous pensez que vous avez fait les frais d'un raidissement plus général de la direction chinoise sur certains sujets ? Ah, c'est évident, oui. Je pense que depuis quelques mois, peut-être un an, il y a eu un tournant comme ça, plus autoritariste, qui a été pris par la direction, en particulier par Xi Jinping. Et on pense que c'est parce que Xi Jinping a affaire à forte partie, puisqu'il s'oppose à toute une partie de l'appareil du parti qu'il accuse d'être corrompu et qu'il veut nettoyer. Et il veut faire une réforme économique qui est très difficile, et donc il y a toute une partie du pouvoir qui s'oppose à cette réforme, puisque en gros leurs privilèges, les fortunes énormes qu'ils ont tirées vont être mises en danger. Donc la position de Xi Jinping a été de renforcer le contrôle d'une part sur le parti et d'autre part sur la société civile. Alors la société civile a été totalement rendue silencieuse, elle ne peut plus s'exprimer. Il n'y a pratiquement plus de voix discordantes, sauf là en dernier, il y a eu un intellectuel qui était un grand journaliste qui avait dirigé le quotidien du Peuple et qui a dit quand même que la censure allait un peu trop loin à son goût. Mais il est bien le seul. C'est vraiment, oui. Personne n'ose plus dire ce genre de choses. Mais quels sont aujourd'hui les sujets tabous sur lesquels vraiment le régime ne transige pas? Bon, on pense au Tibet depuis des dizaines d'années, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, les minorités, c'est des important. lignes rouges à ne pas franchir? Le Tibet, le Xinjiang, etc., c'est très important. Il y a toujours le Falun Gong, cette fameuse école religieuse que certains traitent de secte et qui a eu des difficultés très graves en Chine depuis maintenant 20 ans. Il y a aussi, évidemment, quand vous parlez du Japon et que vous contestez les positions prises par la Chine
vis-à-vis du Japon où tout commence à devenir vraiment un peu tout commence à devenir sensible. Là en ce moment, il y a des problèmes à Hong Kong. À Hong Kong, les gens commencent à sentir que la mainmise de Pékin est de plus en plus lourde. Et par exemple, à Hong Kong, là en ce moment, il y a un gros problème depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a une maison d'édition qui éditait des livres très peu recherchés, qui étaient des livres scandaleux sur la vie sexuelle des dirigeants chinois. Et ces gens ont été enlevés, ils ont disparu de la circulation. Certains étaient même de nationalité étrangère. Il y en avait un qui était britannique, l'autre qui était suédois, dont un enlevé à Bangkok, même pas à Hong Kong. Il y en a sans nouvelles d'eux. Et s'ils ont réapparu maintenant, mais des semaines plus tard, à la télévision chinoise, en train de faire des excuses et disant que ce sont des grands criminels qui méritent d'être punis. Le problème, c'est que même ce genre de livre que personne ne prenait au sérieux, mais vraiment personne, est considéré comme impossible et intolérable aujourd'hui. Alors parlons d'un outil très important en Chine, à la fois utilisé et surveillé par le pouvoir, c'est Internet. On vous retrouve à Pékin, Renaud de Spins, puisque vous êtes aussi spécialiste des réseaux sociaux. Le Premier ministre chinois a lancé l'an dernier le plan Internet Plus. De quoi il s'agit exactement ? Oui, alors en fait, les autorités chinoises se raccrochent un petit peu au wagon de la croissance Internet. Ils l'ont fait un petit peu avec retard, puisqu'au début, pour eux, Internet était vu en partie comme un danger. Il y avait, à partir des années 2006, 2007, 2008, il y avait une émergence d'une société civile et d'une contestation sur Internet. Alors, depuis 2009-2012, cette société civile-là a été complètement mise au pas par le pouvoir. Donc, Internet n'est aujourd'hui plus un danger pour le régime. Et au contraire, le pouvoir s'est même rendu compte que les nouvelles entreprises chinoises qui sont favorisées par aussi d'ailleurs par le conservatisme politique qui a empêché par exemple à des entreprises comme Facebook ou comme Google de développer leurs applications et leurs services en Chine. Du coup, il y a des entreprises chinoises nationales qui se sont développées à la place et qui font énormément d'argent, créent pas mal de services intéressants. Et en février 2015, donc le Premier ministre Li Keqiang a pris acte de cet état de fait et a voulu l'encourager. Donc depuis, ils ont lancé le mot d'ordre de l'Internet Plus et qui consiste un petit peu à développer tout ce qui va être alors les spécificités de l'internet chinois qui sont notamment le fait que par exemple 50% des consommateurs en ligne en Chine ne consomment pas en cliquant sur un PC, mais avec un téléphone mobile. Donc il y a énormément de spécificités de la consommation chinoise sur Internet qui sont extrêmement intéressantes pour l'essor économique de services en Chine. Merci beaucoup Renaud de Spins de nous avoir accordé ces quelques minutes et je renvoie à votre excellent dictionnaire impertinent de la Chine co-signé avec Jean-Jacques Augier dont on peut trouver une édition mise à jour chez Books. Henri Guerchoun, on a beaucoup vu le président chinois Xi Jinping effectuer des voyages officiels à portée économique comme à Londres récemment ou en Arabie Saoudite. Alors, diplomatie commerciale ou diplomatie politique ? En tout cas les deux, et ce qui est très frappant, c'est cet activisme et cette nouvelle visibilité, Emmanuel, de la diplomatie chinoise qui devient incontournable, notamment dans la gestion des grands dossiers multilatéraux. On vient de le voir avec la COP21 qui n'aurait pas pu réussir sans l'implication et sans l'accord de la Chine. Alors, je vous rappelle, il y a quelques années, Emmanuel, Deng Xiaoping, le père de l'ouverture économique du pays, avait eu une formule célèbre en demandant aux diplomates chinois de cacher leur talent et d'entretenir l'obscurité, autrement dit, de rester très discret. Alors, c'est encore pour beaucoup la ligne directrice de la politique étrangère chinoise, mais aujourd'hui, vous voyez, ça se fait dans la lumière, et avec cette impressionnante montée en puissance que le président Xi Jinping a effectivement décidé d'incarner lui-même, en devenant le meilleur VRP que la Chine a jamais connu. Alors, j'ai regardé, rien que l'année dernière, il a visité 14 pays sur tous les continents et 30 pays depuis son arrivée au pouvoir. Si je compare avec son prédécesseur, Hu Jintao, lui, il n'était sorti qu'à 7 reprises du territoire national pendant ses 10 années au pouvoir. C'est donc
assez impressionnant. Sur le fond, on peut dire aussi que le changement, c'est qu'on voit très bien que la Chine ne se contente plus de vouloir seulement faire des affaires avec tout le monde. Elle veut aussi, elle est devenue une superpuissance sur le plan économique, sur le plan militaire, et elle veut sécuriser ses voies d'approvisionnement, et notamment ses voies maritimes, d'où les tensions actuelles en mer de Chine, où elle tente de s'approprier un certain nombre d'îlots stratégiques, d'où sa présence aussi dans d'autres points importants du globe, comme récemment, par exemple, le pôle Nord, où la marine chinoise n'hésite plus à faire, là aussi, des incursions. Enfin, on constate que la Chine prépare très sérieusement l'avenir, avec, par exemple, son grand projet de nouvelle route de la soie, qui va la relier directement au cœur de l'Europe, en passant par l'Asie centrale et par l'Iran, et avec l'avantage de pouvoir contourner le canal de Suez. La seule question qui reste en suspens, eh bien, c'est de savoir si la Chine, au-delà de la défense de son simple précaré, si elle est prête à jouer son rôle de superpuissance, comme l'Amérique, en s'impliquant plus directement dans le règlement des conflits et en devenant, elle aussi, une sorte de médiateur, une sorte de référent. Alors, certains rêvent déjà d'une conférence de la paix sur la Palestine, sur la Syrie et peut-être même sur l'Ukraine, qui serait organisée à Pékin. Ça finira peut-être par arriver, mais je crois qu'on n'en est pas encore là. On n'y est pas encore. Isabelle Attané, on sait que la population chinoise est tout entière motivée et je dirais presque poussée dans la direction d'obtenir l'objectif d'être la première puissance économique mondiale, de damer le pion aux États-Unis. Et c'est un objectif qui est fixé à l'horizon 2020 à peu près. Mais est-ce que ce que vous nous avez dit sur la démographie, tout ce qui peut se passer dans les 20-30 ans qui viennent, peut compromettre cet objectif justement pour la Chine d'arriver sur la première marche du podium économique mondial? Elle peut effectivement compromettre cette réussite chinoise que beaucoup de monde prédit si elle échoue à restructurer son économie. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc l'économie est fondée essentiellement sur une main-d'œuvre nombreuse et à bas coût, et il va falloir, et c'est d'ailleurs ces réformes ont déjà commencé en Chine, l'objectif du gouvernement chinois est de réorienter son économie progressivement vers la consommation intérieure et il doit aussi mieux adapter l'offre et la demande de travail. Aujourd'hui, il produit de plus en plus, le système chinois produit de plus en plus de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et, par exemple, ces jeunes ne trouvent pas de travail. Enfin, ils connaissent un taux de chômage qui est beaucoup plus important que chez la main-d'œuvre non qualifiée. Donc, effectivement, pour éviter que cette démographie ne devienne un fardeau absolument insoutenable, il faut nécessairement aussi que le système économique se réforme et se transforme et que le système que l'ensemble du système de production également se modifie pour augmenter la productivité. Enfin, il y a un certain nombre de leviers à activer afin de réussir à compenser finalement cette faiblesse que va devenir sa population, alors que jusqu'ici, depuis 30 ans, cette population nombreuse et très jeune a vraiment été une force pour l'économie chinoise. Merci Isabelle Attané. Je renvoie à votre dernier livre paru chez Fayard, qui a pour titre La Chine à bout de souffle. En plus, c'est un livre de chercheurs, mais très vivant, parce que vous l'avez truffé de témoignages de terrain, vraiment de familles, de gens, de la vraie vie chinoise. Et donc, on arrive à comprendre très bien la situation démographique de ce pays et l'évolution de la société. Ursula Gauthier, le dernier mot pour vous. Vous songez à un jour revenir travailler à Pékin, vous laissez le soufflet retomber peut-être un jour? Je ne pense pas que je sois très bien, la bienvenue à Pékin encore pendant un certain nombre d'années. On m'a quand même, on a quand même dit que j'étais l'ami des terroristes. Alors, comment voulez-vous qu'on me reçoive de nouveau là-bas? Mais j'irai avec plaisir à Hong Kong, qui reste encore, si tout se passe encore bien, reste encore sous un statut juridique différent et où, en principe, des personnes qui ont été expulsées de Pékin peuvent se rendre. Merci beaucoup, merci à vous quatre.